pas envie que tu mettes ça au générique. Je le dis, un putain de micro. C'est sûr qu'il installe une espèce de filtre. Pour l'instant, il y a que 80 personnes. Ouais, c'est ça. Là, je l'assume de raconter tout ça devant toi. Et si ça existe sur internet, c'est pas grave. Je veux bien parler de sexe, mais il y a des limites. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité. Mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui vous écoutez notre premier vrai épisode. Et comme nous l'avons déjà expliqué dans notre bande-annonce, il s'agit du portrait de Margot. Margot a 26 ans, et avec elle nous avons discuté du genre, du terme féminité, de sa relation avec son corps, des mouchoirs sur les tables de chevet, et un peu, beaucoup, de toute la pression que l'on s'impose par rapport au sexe. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Ouais, ça me plaît. Ça me plaît d'être une femme parce que, pour moi, être une femme, ça n'a jamais été synonyme d'une quelconque limite. J'ai toujours pu faire tout ce que je voulais. On m'a jamais dit, en tous les cas, que parce que j'étais une femme ou une fille à l'époque, je pouvais pas faire quoi que ce soit. Donc j'avais l'impression d'avoir le champ des possibles devant moi, et même parfois plus que les garçons, parce que moi, en tant que fille, c'était pas gênant si parfois j'étais forte et parfois j'étais triste ou faible, ou si parfois je mettais un pantalon et une jupe. Ça n'avait aucune incidence, je pouvais faire ce que je voulais. Donc du coup ça m'a toujours plu d'être une fille, je me suis toujours retrouvée là-dedans, j'ai toujours aimé tout ce que ça pouvait représenter, j'ai toujours aimé l'image de ma mère en tant que femme, et du coup j'ai toujours voulu lui ressembler, donc ça n'avait aucun aspect négatif. Le seul truc que j'ai pu voir de négatif en grandissant plus tard, c'était qu'une femme, comme elle avait potentiellement tout le champ des possibles, elle pouvait avoir une pression sur tous les tableaux. Fallait par exemple qu'elle soit intelligente et belle et douée dans son travail et une bonne mère et bonne au pieu, super chouette avec ses amis et toujours disponible et en même temps overbookée parce qu'elle a une super carrière, et toutes ces contradictions font que à la fin ça fait une grosse pression. Et du coup, j'aimerais bien écouter ce que répondrait un homme pour savoir si lui aussi, potentiellement, il ressent autant la pression sur son genre. Mais moi, c'était le seul aspect négatif que je voyais dans le fait d'être une femme. Et tu la ressens, toi, cette pression ? Ouais, je la ressens. Je la ressens aujourd'hui dans plein d'aspects de ma vie. Je trouve que moi, j'ai toujours la sensation de pas faire assez. Dès que... C'est drôle, c'est des discussions qu'on peut avoir. Si je quitte le boulot à 18h30, j'ai l'impression de pas avoir fait assez mon travail. En même temps, si je rentre chez moi à 20h, j'ai l'impression de pas avoir été assez une bonne copine pour mon mec. Ou si je rentre et que je suis claquée et que j'ai pas appelé ma mère dans la semaine, je suis pas assez une fille qui est présente. Après, je suis pas certaine que ce soit lié à un genre. Je pense que c'est peut-être lié à la société aujourd'hui et que tout le monde est un peu sous pression. C'est quoi pour toi, être féminine ? Alors, être féminine, pour moi, dans ce que j'entends de ce que j'ai appris, c'est correspondre aux stéréotypes, entre guillemets, d'un genre. Donc, les stéréotypes que t'associes à la femme, c'est qu'elle doit être délicate, c'est qu'elle doit être séduisante, c'est qu'elle doit... Donc tu vois, pour moi, une femme, si elle doit être délicate, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit, c'est pas quelqu'un qui prend de la place en société. Donc du coup, ça t'impose de rester potentiellement dans un cadre. Ce qui est assez contradictoire, en fait, avec ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais qu'une femme, elle avait tout le champ des possibles et qu'elle pouvait être tout ce qu'elle voulait, et que t'avais jamais eu l'impression que tu pouvais pas être quelque chose. Tu vois, j'ai dit que j'aimais bien être une femme, j'ai pas dit que j'aimais bien être féminine. Tu vois, enfin pour moi, je suis contente d'être une femme parce que je peux tout être. Maintenant, les stéréotypes que t'associes au mot féminine, c'est pas un truc que je m'associe à moi forcément. D'accord. Je me sens pas forcément féminine sur tout. Oui, mais je trouve ça cool de le préciser justement, et justement de faire la distinction entre être une femme et être féminine, tu vois. Parce que pour moi, être féminine, c'est des stéréotypes que t'associes à la femme. Et moi, je me sens pas féminine dans tout. Par exemple, je prends pas place. Je la prends, la place, s'il faut. Je parle, je peux rire fort. Tu ris plus fort que moi, mais je peux rire fort. Je peux me sentir délicate et pas délicate du tout. Et est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille ? J'étais le premier enfant dans ma famille, donc je pense qu'ils étaient heureux d'avoir un enfant. En plus, mes parents avaient eu un peu de difficulté à avoir des enfants avant, donc j'étais plutôt, de manière générale, une bonne nouvelle. Mon père aurait voulu avoir un garçon, je pense pour des raisons très simples, qu'il voulait jouer au foot avec, regarder des matchs et je sais pas, et peut-être faire une mini version de lui. Je pense qu'il y a un petit trip égocentrique dans le fait d'avoir un enfant. Mais globalement, ils étaient tous les deux contents d'avoir une petite fille, et j'ai pas eu de frère de mes deux parents, donc je pourrais pas dire ce que ça aurait été si j'avais eu
la comparaison avec l'éducation d'un petit garçon, mais je pense pas qu'il m'ait élevé différemment. Tu vois, mon père, c'est le genre de papa à vouloir que tu sois excellent dans tous les domaines. Bon, le sport, il a lâché parce que c'était pas mon truc, mais si je ramenais un 17, il me demandait un 18. Je pense que j'aurais été un garçon, je ramenais un 17, il me demandait un 18. C'est pareil. Il venait regarder mes matchs de tennis quand je faisais du tennis. Ouais, je pense qu'il y aurait pas eu de différence. On reparlera de tes parents un petit peu après, parce qu'on en parlera différemment. Et du coup, on va commencer à parler de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à ça? Par rapport au sexe, enfant? Non, enfin, ce dont je me souviens, c'est potentiellement ce qu'on m'a appris, quoi. Enfin, c'est à un moment donné qu'on t'apprend ce que c'est que faire l'amour. Déjà, toi, tu t'envisageais pas le principe que deux sexes, ça pouvait rentrer l'un dans l'autre et faire des bébés. Et ça, tu te rappelles de quand tu l'as appris? Pas tellement, je me rappelle surtout du moment où on m'a appris des trucs plus techniques, genre le cours de bio en 5e, quoi. Avec la banane et le préservatif et tout ça, quoi. Il y avait vraiment une banane? Je sais plus si c'était une banane. Enfin, j'espère que c'était une banane et pas un vieux godemiché parce que je pense que ça m'aurait fait beaucoup plus peur. Mais je me souviens du préservatif. Je me rappelle aussi qu'ils prenaient des tailles petites pour pas stresser les élèves. Tu sais, Charles, vous inquiétez pas. Vous êtes encore des enfants, c'est normal si... Mais du coup, tu te rappelles à quel âge t'as découvert l'existence de la sexualité? Non. Non, je sais pas, je pense qu'on me l'a appris à un moment, mais j'en ai pas un souvenir fulgurant. Je me souviens juste que j'avais trouvé ça un peu dégueu. Ce dont je me souviens vraiment, c'est les cours de bio à l'école, ouais. Mais j'imagine qu'on a dû m'expliquer quand même avant ce que c'était. J'espère. Parce que si j'ai juste appris ça en cours de bio, ça craint. Ah bon? Mais en tout cas, tu t'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Et comment est-ce que t'as découvert la masturbation? Bah, pareil, pas de souvenir. Pas de souvenir? Non, je sais pas. Je saurais pas te dire. C'est marrant que t'aies aussi peu de souvenirs. Ouais, je sais pas, ça me dit rien. Le seul souvenir d'enfance que je peux te raconter, dont je me souviens, c'est regarder des films à la télé ou potentiellement des séries où les gens s'embrassaient et trouver que ça me faisait un effet, pas savoir quel effet ça faisait, me tourner vers ma mère et lui dire quand je regarde les gens s'embrasser à la télé, ça me fait un truc, et elle de me répondre bah regarde pas, ce qui n'a pas fait avancer le schmilblick. Mais donc du coup, c'est les seuls souvenirs que j'ai. Après, je me souviens vraiment pas. Je pense que j'ai dû le faire, hein, c'est évident. Tous les enfants le font. Tous les enfants le font, et puis ne serait-ce que quand t'es petit, pour toi, ton sexe, c'est pas un membre tellement différent de ton corps que ton coude. Donc, oui, mais ce sont tes parents qui soit t'inculquent que c'est naturel et du coup tu te bloques pas du tout par rapport à ça, tout comme tu peux avoir des parents, comme ta mère l'était un peu, gênés. Mal à l'aise, gênés, qui projettent leur propre sexualité à eux sur les enfants, alors que les enfants n'ont pas du tout conscience que c'est une sexualité, enfin les enfants n'éprouvent pas de désir en fait. Donc du coup c'est marrant. Du coup ça répond un peu à la question d'après qui était est-ce que tes parents ils étaient ouverts à ce sujet ou plutôt mal à l'aise? Plutôt mal à l'aise. Ma mère en tous les cas plutôt mal à l'aise. Elle m'a jamais trop parlé de sexe à part au moment où j'ai commencé à avoir un premier copain 16-17 ans où là elle m'a fait le pitch. Mais c'était même pas genre dis-moi quand ça aura eu lieu, tu vois. Ça valait mieux pas le savoir. Mon père, lui, par contre, j'ai un souvenir très net de quelque chose qu'il m'a dit, et je pense qu'il y a une super chose et qui m'a vraiment aidé, c'est il me demandait toujours si j'avais un amoureux à l'école ou une amoureuse. Et en fait, rien que ça, enfin moi ça m'a toujours débloqué sur le fait que je pourrais à lui dire si j'avais un amoureux ou une amoureuse, et ça lui poserait zéro problème. Je pense qu'il s'en est peut-être pas rendu compte, mais ça a été hyper important pour moi qu'ils me disent que j'avais le choix. Parce qu'au moment où j'ai grandi, et à un moment donné, je me suis dit je préfère les filles ou les garçons. J'ai pas du tout été stressée de me dire je préfère les filles. Enfin, je me suis dit si je préfère les filles, c'est pas grave, je préfère les filles. Bon, ça s'avère que non, mais en tous les cas, c'était pas ça n'a jamais été une source de stress. En fait, t'avais finalement très peu d'idées de ce qu'était la sexualité ou ce que c'était que de faire l'amour. Pour toi, faire l'amour, c'était quoi, du coup? Déjà, je me rappelle que quand on a commencé à m'en parler enfant, je trouvais ça dégueu. Genre vraiment, il y avait un truc qui me repoussait vachement. Je me rappelle dans ma tête avoir peut-être 10 ans et me dire non, vraiment j'ai pas envie. Déjà les bisous, déjà le principe de mettre sa langue dans sa bouche quand tu fais un bisou à quelqu'un, ça me plaisait pas trop, et de me dire j'aurais peut-être envie à 12 ans. Moi je pense que j'étais pas prête mentalement. Enfin tu vois, c'était pas du tout un truc parce que quand je regardais quand je pouvais voir des gens s'embrasser à la télé, ça me faisait un truc et je trouvais pas ça du tout dégueu. C'est juste moi je me projetais pas en train de le faire du tout. Alors peut-être ça m'angoissait ou ça me plaisait pas, et je me souviens toujours projeter à plus tard, à me dire
non mais quand j'aurai 14 ans, j'aurai un copain et j'aurai envie de l'embrasser et voilà. Et quand j'aurai 16 ans, j'aurai envie de faire l'amour. Mais à toutes les étapes, de pas me sentir prête pour ça, de repousser à plus tard, parce que c'était pas un truc que j'avais envie de faire au moment T. Arriver à, je sais pas à quel moment j'ai dû me sentir prête à faire l'amour. Je pense que ça devait être assez tard quand même, d'être 15-16 ans, où j'ai commencé à... C'est pas si tard, en fait. Non, c'est pas si tard, mais j'avais pas de fantasme avant, si tu veux. Enfin, je me disais pas, oh là là, enfin, c'était plus un truc qui m'angoissait. Je me disais, si j'ai un copain et que lui, il a envie, mon Dieu, l'angoisse, moi, zéro, pas du tout envie. Et du coup, après, quand j'ai fantasmé ma première fois, c'était vachement par le prisme de la télé, des séries télé, de ce qu'on me montrait quand c'était un peu scénarisé, que c'était beau, que c'était romantique, mais pas du tout un truc un peu vrai et un peu trash. Donc du coup, t'as appris quoi? Enfin, ton idée du coup du sexe, elle Ouais. s'est forgée via la télé, les livres, les magazines, les films porno. Ouais, et puis même, ce qu'il y a de rigolo, c'est que finalement, à la télé, les livres, à l'époque, moi je me souviens que c'était un truc genre, ils s'embrassent, ils s'allongent, et c'est un fondu au noir. Tu vois? Genre, et Ellipse. après, ellipse temporelle, et on les retrouve le lendemain matin, frais, pimpants, en train de se faire des câlins et des bisous. Elle est maquillée, elle sort dans son c'est peignoir ça. blanc. Et... Exactement. Je me souviens d'un truc qui m'avait fait trop rire que t'avais écrit un jour, qui était le sexe à la télé, on montre jamais la meuf qui va chercher des mouchoirs et J'avais écrit un article là-dessus. et qui va chercher des mouchoirs et qui va aux toilettes juste après. Et je me suis dit, mais c'est vrai, tiens. C'est que quand je l'ai pratiqué que je me suis rendu compte que c'était plus pratique, effectivement, d'avoir des mouchoirs et d'aller Ah oui, sur la table de chevet, à côté. sur la table de chevet à côté. Et même tu comprenais pas quand t'étais petit pourquoi tout le monde avait des mouchoirs sur sa table de chevet. En mode, c'est bon, on est en été, t'es pas malade. Pourquoi t'as des mouchoirs? Bah, pour ça. Donc, ouais, je voyais des ellipses, des fondus au noir en me disant, il se passera un truc, probablement. Après, l'éducation sexuelle te montre techniquement ce qui se passe, à ce moment-là. On m'a offert, comme à tous les enfants de ma génération, le guide du zizi sexuel de Titeuf. Voilà, ce qui t'aide pas mal. Je me souviens, tu te souviens de cette page avec le trou? Avec le trou, tu mettais ton doigt. Tu mettais ton doigt. Et ton doigt devenait un pénis. C'était assez étrange comme... Donc j'ai lu ça. Ma mère a dû m'acheter un autre livre plus complet sur la question, mais c'était vraiment, tiens, débrouille-toi toute seule. J'ai pas regardé de porno. J'avais pas du tout l'idée d'en regarder. J'en ai regardé très très tard des pornos. J'ai pas kiffé. Donc mon idée de la sexualité c'est même pas fait par un film. Après, voilà, les séries télé, effectivement, elles montraient pas grand-chose. À l'époque, il y avait pas Game of Thrones and Co, donc c'était plutôt soft. Voilà. Donc mon idée c'était un peu une ellipse temporelle. Donc en fait, tu savais pas du tout à quoi t'attendre. Non, j'imaginais juste des feux d'artifice. Tu vois. Non mais je savais pas. Et après, en vrai, ma vraie éducation sexuelle, elle s'est fait plus tard quand j'ai parlé à mes amis qui avaient une vie sexuelle. C'est plutôt eux qui m'ont un peu tout appris. De comment ça s'était passé pour eux et comment ça se passait en vrai. Bon après, cela dit, à cette époque-là, tu parles pas trop des trucs crades type les mouchoirs. Mais c'était plutôt par le biais des histoires de première fois de mes copines qui disaient ou ça m'a fait mal, ou j'ai saigné, ou c'était trop cool, ou j'ai eu un orgasme dès la première fois, que je me suis fait une idée de ce que ça allait être. Et du coup, toi, ta première fois, c'était quand et c'était comment? Bah du coup, ce qui est très drôle, c'est que comme j'avais cette espèce de truc du dégoût tout le temps, d'un coup, je me suis retrouvée à me dire, oh là là, je suis super en retard. Parce que si tout le monde l'a fait à 15-16 ans, et que moi je le fais pas, c'est que j'ai un problème. Et ça a duré un petit moment parce que je crois que je devais avoir 18 quand je l'ai fait. Et vraiment, je me souviens avoir passé tout ce temps-là à me dire c'est pas normal que je l'ai pas fait, si je le fais pas, c'est que personne n'a envie de moi. Et là, je renvoie une image de quelqu'un dont personne ne veut. Je pense que les gens avec qui je traînais à l'époque devaient pas aider, parce qu'ils étaient tous actifs sexuellement et tous très vantards à ce sujet. Enfin, je me souviens d'une amie, quand j'avais 16 ans, qui avait une liste de tous les mecs avec qui elle avait couché et qui me disait non mais c'est bon, tu peux le faire, hein, c'est quand même pas très compliqué. Et moi qui étais là, bah ouais mais en fait je veux pas le faire avec quelqu'un juste comme ça, juste parce qu'il faut. Et je me souviens vraiment avoir cette idée de je suis en retard, personne veut de moi et j'ai un problème et si je le fais pas vite ça va devenir un gros problème. Et alors finalement tu l'as fait avec qui? Je l'ai fait avec mon copain de l'époque, après avoir bien internalisé le fait que c'était un problème, donc c'était tellement un problème que je pouvais pas lui dire que je l'avais jamais fait, parce que dans ma tête c'était un peu la honte de ne pas l'avoir fait, donc je voulais pas que son regard sur moi change en quoi que ce soit. Donc il était pas au courant, et moi je me souviens, je l'ai quand même fait poireauter, mais j'étais hyper stressée au moment où ça s'est fait, parce que ne l'ayant pas dit, j'espérais vraiment que mon corps me trahirait pas.
Et donc dans mon souvenir, j'étais pas spécialement à l'aise, j'étais plutôt un bâton qui bougeait pas et qui attendait que ça se passe. Et une fois que ça a été fini, par contre, j'ai le souvenir très précis de me dire « Ah ouais, tout ça pour ça ». Vraiment, j'étais d'une part extrêmement soulagée que ce soit fini et de pouvoir cocher le truc de ma liste et de me dire « Bon, c'est bon, à partir de maintenant, tout va bien, tu fais partie de ceux qui l'ont fait, t'es dans le bon camp ». Avec d'ailleurs en me posant jamais la question du je sais le faire mais je sais pas forcément bien le faire, je sais pas bien faire l'amour, j'ai pas appris ça, mais juste au moins j'étais plus vierge. Par contre, je me souviens vraiment m'être dit tout de suite tout ça pour ça. Enfin, est-ce que les gens vraiment écrivent des chansons à ce propos, des films, de la littérature? C'est quoi le but? Ça ne fait rien, on s'ennuie. Et en plus, vraiment, je me souviens que ça me procurait aucune émotion ou aucune sensation. Je ressentais rien. J'étais là, j'attendais, donc ça m'a pas fait mal, donc j'étais plutôt contente. Mais ça ne m'a rien fait d'autre. Et les fois d'après non plus. Et du coup, je me suis dit, ah merde, alors soit on m'a raconté des mythos toute ma vie, soit j'ai un autre problème qui est que je ressens rien quand je le fais. T'enchaînes d'un problème à l'autre, donc c'est toujours aussi stressant. Et j'étais avec ce garçon, et ça se passait pas mal, mais pas bien. Et j'ai le souvenir aussi de passer mon temps à inventer des scénarios pour pas avoir à faire l'amour, vu que ça m'ennuyait profondément de le faire et que j'étais pas si amoureuse que j'avais envie de le faire pour lui. Donc par exemple, je voulais pas faire l'amour avec lui parce que je me disais que c'était chiant parce que le lendemain j'allais devoir me laver les cheveux. Ce genre de truc. Genre oh non, demain il va falloir que je me lave les cheveux. Oh non, demain je dois aller tôt au boulot, du coup si je fais l'amour je vais avoir un peu moins de sommeil. Bref, tout le panel des excuses possibles et inimaginables. Voilà, le début de la vie active et sexuelle, c'était pas non plus... ça n'a jamais été les feux d'artifice pour le coup. Et du coup, à partir de quand est-ce que t'as aimé faire l'amour? Ça devait être le copain d'après. Et en fait, ce qui est de rigolo, tu vois, c'est que je me suis jamais dit qu'il était pas doué au lit. Je me suis jamais, à un seul moment, je me suis dit, c'est peut-être lui qui sait pas faire. Je me suis tout de suite dit, c'est moi qui doit pas être bien, ou alors est-ce que c'est parce que je suis pas complètement amoureuse de lui, que je ressens rien, ou alors est-ce que c'est parce que j'ai un problème, que je ressens rien. Mais jamais je l'ai remis en question. Ce qui est drôle parce que en vrai j'aurais pu juste me dire peut-être que c'est pas un bon coup et c'est pour ça que tu ressens rien. Et ça m'est seulement venu quand j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Et que là j'ai commencé à ressentir quelque chose, je me suis dit ah peut-être c'était pas toi le problème en vrai, peut-être que c'était la personne d'avant. Et quand du coup après j'ai commencé à aimer ça avec d'autres personnes, après m'est venu assez vite l'espèce de complexe une fois que j'aimais bien le sexe de me dire est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je suis bonne au lit? Et du coup, pour être bonne au lit, mon premier truc, c'était de me dire, faut absolument pas que tu sois une étoile de mer. Donc, je bougeais dans tous les sens. Ce qui n'avait pas de sens non plus. Mais genre, je sais pas, tous les 3 allers-retours, j'étais genre, non mais viens, on change de position. Et il a fallu que quelqu'un me dise, non mais en fait, c'est pas non plus comme ça que ça marche. T'as le droit de profiter de l'instant et d'attendre qu'il se passe des choses dans ton corps sans forcément essayer d'être un petit animal dans une cage qui essaye de déclencher quelque chose. On va aussi parler un petit peu de ton corps. Chouette. Comment tu t'entends avec lui? Est-ce que tu l'aimes? Je crois que mon corps, je le remets à sa place de corps. C'est-à-dire que mon corps, il me sert à faire plein de trucs dans ma vie. Et il est pas là uniquement pour faire joli. Je trouve que souvent, dans ton rapport au corps, tu peux être en conflit avec lui parce que il faudrait qu'il soit grand, mince, beau... qui reflète ce que tu pensais être à l'intérieur parce que c'est le premier truc que les gens voient. Et moi je crois que j'essaye de me dire qu'en fait il est là pour m'emmener d'un point A à un point B, me faire réfléchir correctement, faire que je suis en bonne santé, et tout ça me permet d'avoir aujourd'hui j'espère un rapport apaisé avec lui, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des moments comme tout le monde de gros flips où genre je déteste me voir en photo. J'ai aucun problème avec le fait d'être moi, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien m'habiller, je peux me mettre nue, je peux me mettre en maillot de bain, je peux aller à la plage, je peux me mettre nue devant mon mec mais devant mes amis aussi, y a pas de problème. Par contre, tant que je me vois pas, tu vois, enfin tant que c'est une image représentée dans ma tête de ce que je peux être pour les autres. Quand je vois des photos, ça me fait un peu moins plaisir. En vrai. Je suis plutôt genre, ah mon Dieu, genre c'est pas l'image que j'ai de moi. Et donc ça, c'est un peu un conflit. Et du coup, je le mets de côté en essayant de pas regarder de photos de moi-même. Et qu'est-ce que tu préfères chez toi? Qu'est-ce que j'aime bien chez moi? Je
Je sais pas, j'aime bien mes yeux verts, j'aime bien le fait qu'on me dit souvent que j'ai un chouette visage. Mais ça va être des choses que les gens me disent. Moi, je sais pas objectivement ce que j'aime chez moi, tu vois. Je vais aimer les choses pour lesquelles les gens vont me faire des compliments. Mais sinon, Mais il y a pas un truc vraiment que t'aimes chez toi, genre un truc, par exemple quand t'as envie de te mettre en valeur, par exemple. Il y a forcément un truc où tu te dis ça fait chouette quand je fais ça, ou ça j'aime bien, ou je sais pas, tes cheveux, t'as des cheveux magnifiques, t'as des beaux yeux, t'as un beau sourire. Il y a rien de tout ça. Tu te dis ça j'aime bien. non. Pas spécialement. Tu vois, quand tu me dis justement, quand tu te mets en valeur, j'essaie de trouver un vêtement qui me va bien et qui me plaît, et mon maquillage, je vais pas y réfléchir en me disant je vais mettre en valeur ma bouche ou mes yeux, je vais le faire, et à la fin, j'essaye de faire en sorte que l'ensemble, globalement, soit assez sympa, mais j'ai pas de truc en particulier où je me dis que c'est un atout chez moi. Je me dis pas que j'ai de super beaux cheveux, ou j'ai trop beaux yeux, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc qui ressort qui fait que c'est super chouette chez moi. Mais pas forcément qui ressort, juste un truc que toi t'aimes bien. Bah non plus. J'ai pas trop de problèmes avec l'ensemble. J'essaye de me dire que l'ensemble est pas trop dégueulasse, mais j'ai pas un truc préféré chez moi. Et on va continuer à parler du corps, mais autrement. Donc, on va reparler encore un peu de masturbation. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques souvent ? J'ai essayé plusieurs fois, j'essaye encore plusieurs fois, mais moi mon problème c'est que ça va jamais au bout. J'atteins pas d'orgasme via la masturbation. J'atteins pas d'orgasme via les relations sexuelles tout court, disons-le. Et du coup, la masturbation, j'ai essayé plein de fois en me disant, bah justement, apprends à te connaître, c'est le moment, c'est sois seul avec toi-même, essaye de trouver ce qui te fait partir. Et en fait, je me retrouve seule avec moi-même et je m'ennuie profondément. Enfin, j'essaye 10 minutes, 20 minutes, j'essaye plein de trucs, j'essaye avec des objets faits pour, et je m'ennuie. Donc comme c'est pas un truc qui me procure du plaisir, et comme je trouve pas ça fun comme les relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, où c'est plus marrant parce que t'es avec quelqu'un, tu sais pas ce qu'il va faire, ça va être surprenant, t'as la proximité, t'as l'amour, t'as tout ça, moi et moi-même, on s'ennuie. Et avec quelqu'un, tu t'ennuies pas ? Non, je m'ennuie pas avec quelqu'un. Même si j'arrive pas à avoir d'orgasme encore. Je tiens à ce encore, hein. Un jour je vais y arriver. Je m'ennuie pas du tout quand je fais l'amour avec quelqu'un. J'éprouve plus de plaisir avec quelqu'un que j'en éprouve avec moi-même. Et est-ce que t'as conscience de ton corps pendant l'amour, ou est-ce que, à l'inverse, tu lâches complètement prise ? Parce que toute seule, tu t'ennuies. Enfin, je pense que c'est très mécanique, quoi. T'es à la recherche d'un mode d'emploi. Ouais, c'est ça. Ou le bouton. Et du coup, est-ce que à l'inverse, quand tu fais l'amour, est-ce que t'arrives à dépasser ça ou pas ? Non, je lâche jamais prise en fait. Mon cerveau, il est toujours en fonctionnement. Je réfléchis toujours. C'est rigolo, je peux en parler avec des amis, je leur demande ce à quoi elles pensent quand elles ont un orgasme, mais alors moi c'est pas possible. Moi je pense à ce qu'il faut faire, ce que j'ai envie. Ah non, ça marchait il y a 5 minutes, ça marche plus. Et si on change ça, mais il va jouir bientôt. Enfin franchement, il va jouir bientôt, ça fait au moins 25 minutes qu'on le fait. Et en fait, il se passe tout ça dans ma tête, et ma tête, elle se met jamais en mode off. Mais je pense que c'est aussi lié à moi. Enfin, ma tête se met jamais en mode off de manière constante. Je suis toujours en train de réfléchir, j'ai toujours en train de penser à 3 trucs en même temps, essayer d'avoir une idée. C'est aussi un peu avec ce truc de pression, et cette pression-là d'avoir un orgasme pendant un acte sexuel, je l'ai. Et du coup, je pense à plein de trucs. Et j'arrive jamais à me dire, relax, tout va bien. Pourtant, Dieu sait que j'ai essayé de fumer un joint, hein, ça marche pas non plus. Mon cerveau, il est toujours en train de... Et c'est ça qui me frustre vachement, c'est que en fait, j'ai essayé plein de trucs, j'ai l'impression de toujours être à l'écoute d'un truc nouveau, et parce que c'est souvent ça qui me procure quelque chose de différent, c'est de faire un truc nouveau. Je me dis, au bout d'un moment, je vais avoir épuisé toutes les options, et quand j'aurai épuisé toutes les options et que ce sera toujours pas venu, ouais, c'est ça, tant que j'ai pas trouvé le bouton ou le mode d'emploi, qu'est-ce que je fais après si rien ne marche? Parce qu'en plus, j'ai un peu ce truc de me dire, c'est pas juste, lui il en a, pourquoi moi j'en ai pas? Enfin, genre, c'est donnant-donnant, non, dans le game. Faudrait que moi aussi j'y arrive à chaque fois, c'est pas normal que j'y arrive pas. Et du coup, j'essaye d'en avoir, et en fait, ça marche pas. Et ça va, tu le vis bien? Bon, ça dépend des jours. Si j'ai l'impression d'être, tu sais, un petit rat dans une roulette, quoi, genre toujours en boucle sur ce truc. Alors parfois je vais me dire je m'en fous, mais c'est pas tellement vrai en fait.
j'y réfléchis quand même, j'essaye de comprendre, d'analyser pourquoi j'y arrive pas, et effectivement je sais bien que c'est parce que je lâche pas prise. Mais une fois que tu sais ça, tu fais quoi? Tu vois, genre, ouais, bah c'est parce que j'arrive pas à lâcher prise. Je fais quoi pour lâcher prise? Maintenant. Si les joints ça marche pas. Déjà les joints ça marche pas. Je vais peut-être me mettre à la méditation, je sais pas. C'est compliqué. Donc non, c'est un sujet de frustration. Après j'essaye de faire en sorte qu'avec avec les partenaires que je puisse avoir, j'essaye quand même de m'amuser, et en fait en soi j'aime toujours faire l'amour. C'est toujours chouette, c'est toujours marrant, genre j'y prends du plaisir. Juste j'arrive pas au bout. Et c'est un peu frustrant. C'est la question un petit peu rigolote qu'on aime bien. Des 5 sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi? Moi, je dirais que c'est l'odorat, parce que je relie ça vachement aux odeurs du sexe, à l'odeur du corps, à, je sais pas, à l'odeur du savon, à l'odeur de la transpiration, et ça pour moi, c'est assez... Enfin, c'est un truc qui marche chez moi, l'odorat. Plus que la vue, c'est pas la vue d'un homme nu qui provoque ça, mais vraiment plus... je pense que l'odeur, c'est assez lié à la proximité physique. Du coup, ça marche, je sais pas. Parce que, du coup, c'est quoi la sensation que tu recherches, justement, à travers le sexe? Eh ben, l'abandon, mais j'y arrive pas trop. Non, mais tu parles de proximité aussi, ça. Tu vois, de connexion, tu vois. Ah ouais, bah c'est parce qu'encore, je te parle de je reste keblo sur mon orgasme, mais si je suis honnête, j'aimerais bien trouver l'abandon, le nirvana, tout ce que tu veux qui va avec l'orgasme. Comme je n'arrive pas à trouver ça, les autres trucs qui me plaisent vraiment, et les sensations que je recherche à travers le sexe, c'est la proximité, c'est le contact des corps, c'est la tendresse, c'est l'amour, tout ce que t'as aussi dans tes relations amoureuses avec les gens, qui fait que c'est un moment important en couple. Et t'en parles de tout ça avec ton ou tes partenaires? Enfin, par exemple, du fait que t'arrives pas à avoir d'orgasme, c'est quelque chose dont tu parles assez ouvertement? Eh ben, par exemple, quand je suis pas à l'aise avec eux, je simule automatiquement, tout de suite, parce que c'est pas en fait, comme moi j'ai l'impression que c'est mon problème, et si je suis pas assez à l'aise avec la personne, je me dis c'est pas son problème. C'est en général des relations qui durent pas, du coup. Parce que si t'arrives pas à être assez à l'aise pour parler de ça. Et après, dans les relations plus importantes, je vais probablement simuler au début parce que, je sais pas, comme une forme d'encouragement. Mais au bout d'un moment, je vais arrêter. Et puis, à un moment donné, j'aurai la discussion de dire, en fait, j'y arrive pas et du coup, tu fais ton coming out de simulation. Ouais, je fais mon coming out de simulation, genre, coucou, en fait, je t'ai raconté n'importe quoi depuis ces 3 derniers mois. Mais du coup, quand tu lui en parles, parce que je sais plus si tu l'as dit, mais c'est que t'en as jamais eu de toute ta vie d'orgasme, que ce soit toute seule ou avec quelqu'un. Et moi, ce dont j'avais envie de parler, c'était le fait que tu mettais beaucoup la faute sur toi dans tes relations. Enfin, c'est mon problème, c'est mon truc, tu vois. Mais pas forcément. Dans des relations importantes, ça peut être un truc à deux. Ouais, bah dans les relations importantes, le truc c'est que on essaye à deux. Mais on peut essayer plein de fois, beaucoup, et faire plein de trucs. Enfin, souvent, les garçons avec qui j'ai été, ils ont été super chouettes, ils ont essayé, ils ont pris le problème à bras le corps ou à bras tout ce que tu veux. Mais en fait, après, moi je me sens mal parce que je me rends bien compte qu'ils essayent et ça marche pas. Et comme moi j'y arrive même pas toute seule, je me dis, en fait, c'est mon problème, c'est parce que moi j'identifie la cause comme j'arrive pas à lâcher, à être à l'aise, et à pas l'attendre en fait. J'arrive pas à lâcher la pression sur le fait que j'attends ça. Après ça dépend des garçons. Pour l'instant je suis pas tombée sur un qui me disait démerde-toi ma grande. Donc je suis plutôt contente. Et on va parler justement un peu des relations. Ouais. Est-ce que t'as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles? Ouais. D'être dans l'état, d'être vraiment... alors j'ai pas besoin d'avoir dit je t'aime, j'ai pas besoin d'être lancée, mais j'ai besoin d'être dans un état de proximité avec la personne. Je les fais toujours poireauter. Je sais pas, c'est une espèce de règle interne de moi-même. Quand je commence à sortir avec un garçon, je couche pas le premier soir. Genre jamais. Je sais pas, je me dis que je fais un tri comme ça. Tu vois, genre si tu tiens pas 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, c'est que tu valais pas la peine. Et c'est important pour toi le sexe dans un couple? Ouais, c'est important. C'est important aussi parce que c'est un autre truc sur lequel je me fous la pression sur il faut faire l'amour plusieurs fois par semaine pour que ce soit bien, parce que t'entends ce qu'on dit des autres couples,
un couple heureux, c'est un couple dont la sexualité fonctionne bien. Le rapport moyen des Français par mois, c'est tant de ce genre de trucs et pour moi c'est important. Après, je pense que ce qui fait aussi que c'est important pour moi, c'est que j'ai l'impression que si on fait pas l'amour, l'homme va partir. Que si je satisfais pas ses besoins en termes de sexualité, je vais me faire lourder. Et ça vient d'un moment, au moment du divorce de mes parents, où il y avait tout ce truc de qui c'est la faute, et c'est la faute de l'un parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre, et une petite guéguerre entre les deux qui a fait qu'à un moment donné, mon père, énervé, m'a dit de toute façon, si je pars, c'est parce que avec ta mère, on faisait plus l'amour. Et j'étais petite, je devais avoir 11 ans, et ça par contre, je m'en souviens parfaitement de ce moment-là, et de me dire, je pense que je l'ai pas intégré sur le coup, mais de me dire, ah, c'est ça. Et de penser, du coup, toutes les années après, que si je faisais pas l'amour, si on n'avait pas de sexualité, ou si on n'avait pas une sexualité dans les normes, ou pas une sexualité super active, encore plus que dans les normes, j'allais pas garder les garçons qui étaient avec moi. Donc par exemple, ça a pu poser problème dans une de mes relations quand on n'avait pas les mêmes libidos, et que lui, en fait, il en avait pas spécialement envie, aussi souvent que moi je pouvais le solliciter. Et j'avais l'impression que s'il voulait pas faire l'amour, c'est qu'il voulait pas de moi. Enfin, c'était un truc très d'égo, quoi. Enfin, quand on te dit non, quand tu proposes de faire l'amour, tu te dis ah cool. Donc tu me désires pas, donc je suis pas jolie, donc tu m'aimes plus, voilà. Et j'ai mis vachement de temps et de discussion avec cette personne pour arriver au constat que en fait il allait pas me quitter si par moment on faisait pas l'amour. Et que s'il en avait pas envie, il en avait juste pas envie, et ça remettait pas en question tout le reste. Mais moi, pour moi, c'était la fin du monde, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu attends de lui, de ton partenaire ? J'attends qu'il soit à l'écoute, et j'attends qu'il soit impliqué. Impliqué dans le fait de pas juste... Enfin, une fois que je lui ai dit que moi, par exemple, j'arrivais pas à avoir d'orgasme, qu'il se dise pas que c'est juste mon problème et qu'il essaye, tant que faire se peut, de m'aider à avancer sur le sujet ou à trouver des solutions, même si il peut pas répondre à ma place à toutes les questions. Donc toi, tu te dis que c'est ton problème, mais t'attends de lui qu'il se dise que c'est pas ton problème. Ouais, bah moi j'essaye de me dire que c'est quand même à moi de travailler sur moi, en partie, mais j'ai pas envie qu'il se dise bah elle fait tout le boulot toute seule, et en attendant j'attends qu'elle règle le truc, et puis quand elle aura réglé le truc et qu'elle aura trouvé comment ça marche, elle me donnera le mode d'emploi, et puis j'actionnerai les boutons au bon moment. Et quand est-ce que tu te sens attirée par quelqu'un ou ton partenaire ? Dans un trip égoïste, quand il est attiré par moi aussi, je crois. Tu vois, quand il te montre qu'il a envie de faire l'amour, je sais pas, ça provoque en retour assez immédiatement une envie de faire l'amour. C'est assez rare que quand quelqu'un a envie de faire l'amour avec moi, et qu'on est dans une relation, hein, pas juste dans la rue, que j'ai pas envie en retour. Je me laisse assez facilement entraîner. Et après, sinon, je sais pas, c'est plutôt... c'est pas forcément des trucs qu'il fait, c'est peut-être je suis juste dans le mood, j'ai envie de faire l'amour, et ça s'enchaîne comme ça. Mais vraiment, le désir de l'autre, ça provoque le mien. Tu tombes facilement amoureuse ? Non, alors ça par contre, pas du tout. Je pense que je mets plein de mécanismes de protection de ma personne, et du coup, pendant la phase de présélection, avant que déjà, tu vois, je fais pas l'amour le premier soir, ni le deuxième, ni rarement le troisième. Enfin bref, ça peut durer quelques soirs quand même. Et je me cherche toujours des excuses pour pas... Enfin, quand je suis célibataire et que potentiellement je pourrais être ouverte à une relation, je trouve toujours le moyen de me dire non, il a fait ça, ça m'a gêné, il a dit ce truc-là et il a pas commandé la bonne boisson au bar, enfin bref, n'importe quoi qui pourrait me permettre de me dire que c'est pas l'homme idéal, et du coup on prend pas le risque. J'essaie de protéger, de pas subir de déception, qu'elle soit amoureuse, que je veux pas être celle qu'on rappelle pas, tu vois, enfin ça me ferait trop de peine, et du coup je me protège pas mal de cette peine. Donc non, je ne suis pas quelqu'un qui tombe amoureux facilement du tout. Parce que tu te protèges. Parce que je me protège beaucoup. Et quand t'es amoureuse, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes ? En fait, je pense pas avoir envie de quelqu'un en particulier. Je peux me faire des fantasmes, des petites histoires dans ma tête, des petits films érotiques avec des gens qui ne sont pas incarnés, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Et jusque là, quand j'étais en couple, que je pouvais rencontrer d'autres personnes, je me suis jamais imaginé faire l'amour avec
quelqu'un d'autre. Après, peut-être qu'un jour, quand je serai avec quelqu'un dont je suis plus amoureuse, ça viendra. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, non. C'est important pour toi, la monogamie ? En couple, oui. Enfin, quand je suis en couple avec quelqu'un, j'ai pas très envie qu'il fasse l'amour avec quelqu'un d'autre. Parce que je pense que ça me remettrait trop face à mes insécurités à moi, tu vois. Je serais du genre à partir en vrille et me dire, s'il a couché avec quelqu'un d'autre, c'est que je suis pas assez ceci, pas assez cela, pas assez machin. Et est-ce qu'il y a autour de toi des couples qui te servent de modèle ou que tu admires ? J'en ai pas beaucoup, des couples que j'admire. Ni trop dans mes amis, parce que potentiellement t'es trop proche des gens et t'entends... En fait, avec tes potes, souvent, elles te racontent plus les trucs qui ont merdé chez leur mec que toutes les fois où il a été génial. Alors je me doute pas qu'ils sont géniaux, mais quand t'es pas dans le couple et que ce mec a des défauts que toi tu supporterais pas, du coup t'arrives pas à idéaliser les couples de ton entourage. Et j'ai pas non plus de couple dans ma famille qui pourrait faire un modèle. Donc non, mais ce qui m'apprend que c'est pas si facile et que tu dois essayer de, quand t'es un couple, de faire fonctionner aussi quelque chose de pas forcément évident. Tu y as peut-être déjà répondu là et tout à l'heure, mais pour toi, c'est quoi l'amour ? La grande question. La grande question. Plus on finit par celle-ci, c'est tellement cliché. Pour moi, l'amour, c'est pas un truc fusionnel. Je vais faire par les choses que ça n'est pas, parce que là, du coup, je suis un peu bloquée, j'arrive pas à trouver une réponse pertinente. C'est pas un truc fusionnel, c'est pas non plus quelqu'un qui doit me compléter. J'attends pas quelqu'un qui soit le yin de mon yang, enfin j'attends pas un rapport comme ça, j'attends juste quelqu'un qui soit là et avec qui j'ai envie de passer 24 heures sur 24 si possible, mais qu'on le fasse pas pour de vrai. Et alors en fait, c'était pas la dernière question parce qu'on a une vraie dernière question qui est pourquoi c'était important pour toi de faire ton portrait et de nous dire tout ça. Je pense qu'on en a un peu parlé dans l'épisode teaser. Ce qui était important pour moi, c'est que à ces questions d'orgasme, je pense que je suis pas la seule. Il y a des études qui montrent que c'est pas un truc si évident que ça pour toutes les femmes, mais ça reste un sujet assez tabou. Moi, j'en ai parlé à quelques-uns de mes amis ou des gens autour de moi parce que j'essaie de pas en faire un tabou, parce que je trouve que c'est pas grave en soi. Mais les réactions sont toujours un peu... alors elles peuvent être très bienveillantes, mais parfois pas. Parfois c'est plus... ah bon, mais qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ton mec il est pas bon au pieu, est-ce que toi t'es frigide, enfin bref, tout un tas d'adjectifs qu'on peut appliquer à des gens qui ont potentiellement pas d'orgasme mais qui sont pas la vérité en vrai. Je pense pas être quelqu'un de frigide. Les garçons avec qui j'ai été étaient loin d'être mauvais au pieu, c'est juste ça arrive. Et je me dis que si j'avais écouté quelqu'un qui en parlait, ça m'aurait fait un peu me décomplexer. Tout comme, en fait, si j'avais à 16 ans entendu l'histoire d'une jeune fille qui faisait pas l'amour et à qui ça posait pas de problème, en fait, et que c'était pas grave et qu'elle allait faire l'amour à 19 et que balèque, comme on dit. Non, mais en vrai, je me dis que plus on en parle, plus peut-être des gens peuvent se retrouver. Et s'ils s'y retrouvent ou pas, ça les fait réfléchir un peu. C'est toujours ça de gagner. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter @entrenoslèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.